Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise. Et c'est chaque jour, du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, Bien dans son job, et on s'intéresse à l'école française. Elle accélère sa digitalisation pour partir à l'international. Son PDG est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, la rémunération variable. Bah oui, mais c'est compliqué la rémunération variable quand on n'a pas pu se déplacer. Je pense aux commerciaux, évidemment. Éclairage et pistes de réflexion avec une avocate dans notre rubrique juridique. La pause café avec Fanny Griesmer à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Elle y tient beaucoup, Fanny Griesmer. La longue marche des femmes sur le chemin de l'égalité. On fera le point avec elle, peut-être en chanson d'ailleurs dans cette chronique. Et puis dans le cercle RH, femmes et entrepreneurs ou entrepreneuses. Là aussi, c'est un parcours du combattant. Il faut briser le plafond de verre. On fera le point à l'occasion de la sortie d'une étude Asterès avec un économiste. Il sera sur notre plateau. Et puis deux femmes entrepreneurs pour témoigner de leur expérience. Et puis fenêtre sur l'emploi, TikTok. Bah oui, tout le monde commence à connaître TikTok. On peut recruter, on peut faire passer des messages sur TikTok et ça marche. On fera le point avec une agence de communication qui utilise cet outil digital. Voilà pour le programme. Tout de suite, bien dans son job, on digitalise. Bien dans son job, on parle, c'est vrai depuis quelques semaines, de l'accélération de la digitalisation. On va en parler à l'occasion de la formation des entreprises qui proposent des formations. Avec moi Jean-Charles Brantelli, merci d'être avec nous, président directeur général de l'École française. L'École française était venue sur un débat il y a quelques mois sur notre plateau. D'abord l'École française, c'est intéressant, Jean-Charles. Pourquoi le sigle École française? On va en parler dans quelques instants. Vous allez partir à l'international. C'est une nouvelle étape de votre entreprise. 35 collaborateurs dans Paris et des milliers de personnes formées. Pourquoi l'École française? Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Effectivement, l'École française est le nom de l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Elle véhicule de très bonnes valeurs et elle est une vraie plateforme de expression du savoir-faire à la française. C'est une marque qui parle à tout le monde, qui est facile à retenir. L'école française, l'école pour tous, pour les gens de 20 à 77 ans. Donc c'est la qualité française, c'est le savoir-faire français. Exactement. Le Made in France. Avant de parler de l'international, l'école française avait déjà pensé le e-learning, la formation à distance, sous forme de vignettes, sous forme de présentiel, bien avant les autres. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se sent pas un peu poussé par des entreprises concurrentes qui, elles aussi, se mettent à faire du e-learning et qui doucement essaieraient, ou vous rattrapent d'ailleurs? Comment on fait là? C'est une bonne question. Effectivement, depuis plusieurs années, l'école française a basculé dans le tout digital, le distanciel, en parlant directement aux actifs, aux salariés, aux Français. Et effectivement, la crise Covid a accéléré cette tendance et de nombreuses entreprises se sont mises sur ce créneau. Et l'ADN de l'école française, c'est avoir un temps d'avance, essayer de capter les aspirations profondes des Français, pour toujours proposer des formations. Des Françaises, vous avez raison. Hein. C'est la journée internationale. Exactement. Un lapsus approprié. Pour capter les aspirations profondes des Françaises et des Français et leur proposer les meilleures formations qui correspondent à leurs attentes. Alors, votre public, c'est qui? Parce que c'est intéressant, il y a bien sûr des étudiants, mais il y a aussi beaucoup de professionnels. Vous le disiez, pendant le Covid, certains en ont profité. Effectivement, on s'adresse principalement aux professionnels de 20 à 77 ans, tous les publics. Notre ambition, c'est vraiment de proposer que chaque Français trouve la formation qui lui convient. On veut être l'accélérateur des compétences pour tous les Français. Il y a une cible évidemment pour l'école française, et pas pour vous d'ailleurs, c'est mon compte formation. Oui. Faire basculer son DIF vers le CPF. Et puis on vous dit, vous avez 4 000, 3 500, 5 000 euros, je crois maximum, pour faire une formation. Choisissez. Comment vous fléchez, comment vous donnez envie à ceux qui sont allés sur leur CPF de se dire, l'école française, j'ai bien envie d'y aller. Effectivement, l'outil Mon Compte Formation, un très bel outil mis à disposition de tous les Français, et il a finalement anticipé aussi la crise Covid. Ça permet de mettre en relation l'ensemble des Français avec les organismes de formation. Et nous, justement, on essaye d'amener les Français vers ces contenus de formation en leur proposant un large choix, le plus
le plus adapté à leurs attentes et en leur exposant le plus possible là où ils sont, c'est-à-dire principalement sur les canaux digitaux. Alors, on va parler des choix, évidemment, parce que c'est intéressant de savoir où vont vos clients, quels sont leurs choix, leurs désirs. Une anecdote quand même, vous faites de l'onologie. Oui. Alors, en blaguant, en préparant l'émission, je vais, écoutez, c'est sympathique, mais en distanciel, c'est pas si simple. Vous me dites si, c'est possible. À qui se destine cette formation ? Effectivement, cette formation se destine aux professionnels des métiers de la restauration, qui sont évidemment dans une situation compliquée en ce moment. Ils en profitent pour se former, pour préparer les réouvertures, et notamment la formation œnologie leur correspond particulièrement. Ils se forment à l'œnologie et ils apprennent à vendre du vin, conseiller sur du vin, en 4 à 8 semaines. 4 à 8 semaines, combien d'heures de formation au total ? Entre 20 et 30 heures, ça dépend du rythme de chacun. Les formations sont vraiment adaptées à chacun. Quand j'ai envie, quand j'ai le temps, chez moi, sur mon ordinateur, sur mon téléphone portable. Donc c'est vraiment une bonne façon d'assimiler une formation et une compétence. C'est aussi la force du digital. Pour être précis, Jean-Charles, ce sont des formations qu'on peut ouvrir sans attendre que le professeur ouvre le robinet. Attention, ce n'est pas un prof de lycée qui va tout d'un coup être à son bureau avec la craie. C'est une formation qui peut être clé en main, vous l'ouvrez et vous la prenez. Dès qu'on est inscrit, on commence sa formation. Je suis chez moi le soir ou le week-end, j'ouvre mon ordinateur, je commence à me former tout seul. Je veux avoir accès, vous parliez d'un professeur de lycée, certains ont peut-être un mauvais souvenir de leurs années lycée. Ils peuvent être accompagnés, mais par des coachs professionnels. Fini la salle de classe avec le professeur. On est accompagné à la demande par des coachs qui sont professionnels, avec le but de former de manière pratique et concrète. À la fin de ma formation, concrètement, je suis compétent en matière de vin. Information, on est sur l'œnologie, c'est vrai que c'est intéressant de savoir connaître un vin et donner les bons conseils, avoir les bons mots. Dans un restaurant, c'est utile d'utiliser les bons mots. Certifiant ou pas, c'est un diplôme ? Toutes nos formations sont certifiantes. Elles préparent à des certifications qui sont enregistrées au répertoire national. Jean-Charles Brandely, qu'est-ce qui cartonne en ce moment ? Qu'est-ce que les élèves, enfin en tout cas vos participants, ceux qui ont cliqué et qui disent je vais chez vous, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui cartonne ? C'est à la hard formation ou c'est de la formation plus en soft skill, en environnement ? Il y a une tendance de fond. Les gens ont envie de se former, ont envie d'apprendre. Près d'un Français sur 2 déclare vouloir suivre une formation dans les 12 prochains mois. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je veux me sentir mieux dans mon métier, dans mon poste. Je veux être plus compétent. Je vais éventuellement changer de poste, avoir une promotion et donc je vais ajouter une corde à mon arc. Certains veulent carrément changer d'entreprise, d'autres changer de métier, changer de vie. Évidemment, ça s'est accéléré avec la crise. Changer de vie, beaucoup. Beaucoup. Et donc, on propose des formations autour de ces différentes attentes. Je veux être bien dans mon travail, des formations management, Excel. Je veux changer de métier. J'ai besoin. Il y a encore du Excel ? Il y a encore des formations, parce que certains sur ce plateau nous disent Excel c'est sympathique, mais bon voilà c'est fini quoi. C'est nécessaire. Non, c'est nécessaire. Bien des métiers, notamment évidemment sur les métiers du tertiaire, au bureau, pas mal de personnes ont envie d'aller plus loin. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a l'anglais. J'ai envie d'un nouveau métier, d'un nouveau poste. Il me faut être capable de parler anglais, formation en anglais, et puis carrément changer de vie. Et donc, on a des formations de type décoration d'intérieur, par exemple. Vous me disiez tout à l'heure de 20 à 77 ans. C'était une blague, c'est pour faire Tintin et Milou. Vous avez vraiment des élèves de 77 ans ? On a des élèves de tout âge. Effectivement, on accélère les compétences pour tous tout au long de la vie. On n'a pas besoin des mêmes choses après sa formation initiale. Les jeunes qui sortent sur le marché du travail en ce moment, vers 40 ans et un peu plus tard, les dernières années de sa vie professionnelle. Alors, vous n'êtes pas le fondateur de l'école française, absolument. Vous êtes arrivé dans l'entreprise pour accélérer cette fameuse digitalisation, cette transformation, et puis on l'évoquait au début de l'entretien, pour ne pas être rattrapé par la concurrence, qui va vite, elle aussi. L'international, pour terminer cet entretien, c'est quoi pour l'école française ? Comment on élargit son spectre à l'international ? Comment on fait ? Effectivement, la tendance de fond qui est de vouloir enrichir son savoir, augmenter ses compétences, n'est pas propre à la France. C'est une réalité dans tous les marchés, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Évidemment, on a acquis et développé une vraie compétence pédagogique et digitale. La question de créer du contenu qui permet d'assimiler une compétence
à distance grâce aux outils digitaux est une vraie compétence qu'on pense pouvoir exporter à l'international et on est en train de regarder un certain nombre de marchés donc à l'international. Pour être concret, les marchés, c'est quoi? C'est les expatriés londoniens, c'est les expatriés new-yorkais, c'est ceux qui vivent à l'autre bout du monde? Comment on fait là? Alors, ces Français qui vivent à l'étranger, on les adresse déjà évidemment. L'idée, c'est d'aller exporter auprès de pays étrangers en nous adaptant à la culture locale, mais avec ce savoir-faire de apprendre une compétence grâce aux outils digitaux. Évidemment, l'Asie est un marché particulièrement intéressant et l'école française est, je pense, une très belle marque pour raisonner à l'international. C'est intéressant d'utiliser, effectivement, c'est ce logo de l'école française qui est souvent associé quoi, au luxe, à la qualité, au bien-être, au terroir. Le savoir-faire à la française, l'art, le terroir, le luxe, plein de domaines qui résonnent bien dans les autres pays et qui font l'image de la France. Jean-Charles Brandely, merci d'être venu, président, directeur général de l'école française. Vous n'en êtes pas le fondateur, mais vous êtes en train, avec les équipes fondatrices, évidemment, d'accélérer, d'appuyer sur le gaz. 35 collaborateurs 35 collaborateurs. Avec des embauches, vous me disiez, c'est important avant de nous quitter. On sera près de 45 cet été et on continue de se développer. Donc vous accélérez le développement. On accélère le développement. Elles sont faites les embauches ou certains peuvent déjà peut-être frapper à la porte? On recrute. Vous recrutez. Allez jeter un œil sur le site de l'école française. Puis avant de nous quitter, il y a TikTok parce que j'ai vu que vous mettiez aussi des vignettes sur TikTok. On va en parler à la fin de l'émission. Ça cartonne aussi. Ça marche très très bien. Bon, eh bien écoutez, merci Jean-Charles d'avoir fait un détour par notre émission Smart Job. Eh bien longue vie, bon vent à l'école française, à l'international. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. On va parler tout de suite dans Smart et Réglo de la rémunération variable. Alors je ne sais pas si vous fonctionnez au variable, mais en tout cas, la question du variable est une vraie question en période Covid, d'autant plus difficile. C'est Smart et Réglo et c'est tout de suite. Smart et Réglo, focus juridique chaque jour sur un point précis avec un éclairage d'un spécialiste, d'un avocat ou d'un expert en droit. Aujourd'hui, on parle de la rémunération variable. Tiens, on en parle beaucoup chez les commerciaux de la rémunération variable et pas seulement d'ailleurs. Et on va faire le point avec Alexandra Frelat. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate spécialiste en droit du travail, cabinet MGG Voltaire. On était à l'école française, on est au cabinet Voltaire. On n'est pas dépaysés aujourd'hui. D'abord, le variable, c'est quoi? Juste en quelques mots pour ensuite on fasse un focus dans cette période Covid où il y a dû y avoir, j'imagine, quelques tensions avec des salariés. Le variable, c'est quoi? C'est un complément de revenu en fonction des résultats? Exactement. En fait, il y a la rémunération fixe existe toujours, elle est acquise aux salariés. Et en plus de ça, on peut prévoir une rémunération variable que le salarié acquiert s'il atteint certains objectifs ou alors il a le droit à un pourcentage, ce qui est le cas notamment pour les commerciaux, du chiffre d'affaires, du résultat ou de la marge réalisée par la société. Donc le but, c'est de donner, en fait, d'intéresser les salariés à la réussite de l'entreprise. De l'entreprise et de sa propre réussite, parce qu'il y a parfois on touche parce que l'entreprise a bien marché. Exactement. Mais là, c'est à titre personnel. Je suis commercial. Si j'augmente de plus 20% mes ventes, j'aurai Les deux vont de pair et c'est ça l'intérêt de la rémunération variable, justement. Tout est libre. Le chef d'entreprise peut fixer le salaire fixe et le variable comme il le veut. Il y a des règles précises qui statuent? Alors, il y a des règles précises dans le sens où la rémunération fixe, elle doit respecter les minima qui sont prévus par la loi. C'est combien le minima? C'est le SMIC. Le SMIC. Voilà, exactement. Soit la convention collective fixe une rémunération qui est supérieure, et dans ce cas, il faut respecter cette rémunération. Et après, en ce qui concerne la rémunération variable, c'est libre, c'est fixé soit par le contrat de travail, donc en fonction de l'atteinte d'objectifs, ou un pourcentage. Et donc là, forcément, si c'est un pourcentage, ça peut être complètement déplafonné et donc atteindre des montants assez importants. Pas inintéressant pour celui qui est en variable, dans ce cas-là, avec le pourcentage. Exactement, ça peut être assez intéressant. Contre-exemple, et on va se tourner vers le Covid, parce que je pense qu'il y a eu des conflits. C'est compliqué. Quelqu'un qui n'a pas pu se déplacer, qui n'a pas pu faire ses ventes alors qu'il le souhaitait, on va en parler. Comment ça se passe? Le salarié, il rechigne, il demande le variable? Parce que beaucoup, vous l'avez vu, vous avez des clients qui vous disent on se fait un peu avoir avec le variable. En fait, tout dépend des personnes, mais c'est vrai que les commerciaux, globalement, c'est admis puisque c'est vraiment un outil qui est utilisé de manière classique. Après, d'autres salariés, plutôt pour des fonctions techniques ou support, ont plus de mal à comprendre en fait l'intérêt de ce variable parce qu'ils se disent voilà, on me vend un fixe qui est plus faible pour finalement une rémunération variable qui potentiellement n'arrivera jamais puisque je n'atteindrai pas les objectifs qui m'ont été fixés. Parce qu'ils sont trop hauts, ils le savent très bien dès le départ. Parce que potentiellement ils peuvent être trop hauts. Mais justement, c'est ça toute la problématique parce que c'est quand même encadré justement par la jurisprudence, cette fixation des objectifs
objectif qui doit répondre à certains critères, en fait. Maître, est-ce que les objectifs augmentent chaque année? Je pense à des commerciaux qui vous disent, bon, j'avais fait plus 10, puis immédiatement, après avoir amené mes résultats, on me dit, oui, mais l'an prochain, il faut faire mieux, c'est plus 15. Effectivement, Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête, en fait, c'est adapté au marché, à l'état du marché et aussi à l'entreprise et en fonction de son développement. Mais bien sûr, le but pour l'entreprise va être de fixer des objectifs qui sont toujours plus hauts, c'est certain. Alors après, pour ce qui est des commerciaux, vous comprenez, vu que c'est un pourcentage, une commission sur le chiffre d'affaires ou sur la marge, évidemment, c'est indexé de manière quasiment automatique. Et pour ces salariés-là, de toute façon, l'évolution de leur rémunération variable est quand même plus compliquée que pour un bonus sur objectif. C'est vrai. Puisqu'en réalité, il faut leur accord pour changer n'importe laquelle des composantes, soit l'assiette, soit le pourcentage en fait qu'il aurait attribué par produit ou par service. Donc il y a un distinguo entre le bonus et la variable. Exactement. C'est quoi la différence technique entre le bonus et le... Alors en fait, il y a un commissionnement. Le commissionnement, c'est uniquement un pourcentage sur un chiffre d'affaires, un résultat, une marge, là où un bonus sur objectif, globalement, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fixe une rémunération cible et cette rémunération cible sera versée en fonction de l'atteinte d'objectifs. D'accord, c'est très différent. Donc c'est assez différent dans la logique. Le variable, pour être très concret, on va parler du Covid, c'est 3 fois que je vous le dis, puis on n'en parle toujours pas. Oui. Le variable, il arrive en fin d'année, comment ça se passe? Ça dépend en fait. C'est négocié ça dès le départ? Voilà, la périodicité, elle est fixée soit d'un commun accord entre les parties, soit directement par l'entreprise. Ça peut être au trimestre, ça peut être à l'année. En fait, ça dépend vraiment de la négociation entre les parties. C'est pas la même gestion pour le salarié quand ça arrive en fin d'année? C'est pas la même gestion. La gestion même pour les impôts, par exemple, et le lissage pour les impôts, c'est plus compliqué? Oui, alors, les impôts, c'est fixé en fonction de la rémunération de l'année précédente, donc c'est un peu moins compliqué maintenant. Oui, c'est pour la source. Oui, mais bon, c'est quand même assez lissé. Mais c'est vrai que souvent, de toute façon, quand il y a une rémunération annuelle, elle est en général versée en plusieurs fois avec un système d'avance ou d'acompte sur la rémunération variable. Tournons-nous vers le Covid, les conflits. Un commercial qui n'a pas pu effectuer ses déplacements ou qui n'a pu faire que 5% de ses objectifs parce qu'il n'a pas pu se déplacer physiquement. Qu'est-ce que dit l'avocat sur ce point précis? Comment on fait là? Malheureusement, cette crise, elle a été imprévisible pour tout le monde. C'est de la faute à personne. C'est de la faute à personne. Les objectifs, en principe, où le pourcentage a été fixé avant, malheureusement, l'entreprise n'y est pour rien. Et en fait, modifier, ou en tout cas pour le salarié, d'avoir une modification de ses commissions, c'est en réalité impossible, puisque c'est comme ça, c'est l'état du marché qui fixe aussi la commission que le salarié. C'est dur quand même pour le salarié. C'est effectivement très dur, c'est certain. Mais c'est vrai que évidemment beaucoup d'entreprises se sont aussi posé la question de comment faire si on doit payer un bonus, parce qu'en réalité nos finances. Nous-mêmes, on n'est pas bien. Voilà, nos finances sont quand même très difficiles. Et donc évidemment c'est compliqué pour les deux parties, bien évidemment. Concrètement, il vaut mieux finalement mettre ce salarié en chômage partiel, parce que là où ça va devenir compliqué, l'entreprise dit écoutez, il n'y a plus d'activité, notre secteur évidemment est touché de plein fouet. Ça peut être des fournisseurs pour l'hôtellerie, pour le tourisme. Oui. On vous met au chômage partiel, mais sur la base de quoi? Sur la base du montant global variable plus fixe, ou que sur le fixe? Non, les deux sont pris en compte, effectivement. Donc voilà, ça c'est important. Oui, c'est important. C'est pas la même chose. Non, bien sûr, c'est pas la même chose. Donc la prise en compte de l'indemnité chômage, des fameux 84% qui vont passer à 70%, seront calculés sur le montant moyen du variable calculé avec le fixe. Exactement. D'accord, donc ça veut dire que le salarié, dans ce cas-là, s'en sort mieux. Oui, potentiellement, effectivement, oui. Avant de nous quitter, c'est compliqué comme question pour un avocat. Vous conseillez aux salariés d'accepter un contrat variable? Parfois, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est en général, c'est quand même un bon moyen d'augmenter son fixe dans tous les cas, et une exigence souvent par les entreprises dans tous les cas d'accepter ce. C'est dans le contrat. Si vous n'acceptez pas cette règle, on ne vous prendra pas. Exactement. Merci Alexandra Frolla d'être venue sur notre plateau, avocate spécialiste en droit du travail et spécialiste d'ailleurs, peut-être vous reviendrez en débat peut-être nous parler de ces entreprises étrangères, allemandes, germaniques qui veulent s'installer en France et quand elles ont lu le code du travail et se disent bon écoutez, il faut que vous nous expliquiez, c'est un vrai sujet sur l'attractivité française. Merci Alexandra d'être venue sur notre plateau. On fait une toute petite pause, ça vous concerne les avocats
avocate aussi. Vous savez que c'est la journée internationale des droits des femmes. On l'appelait auparavant la journée de la femme. Terminée depuis 4 ans, on l'appelle la journée internationale des droits des femmes. Fanny Griesmer, dans sa pause café, nous fait un peu un historique, cette espèce de long parcours, ce long chemin sur la route de l'égalité. On en parle tout de suite, c'est la pause café. La pause café avec Fanny Griesmer. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le 8 mars. C'est une journée. Alors auparavant, ceux qui ont un peu de mémoire, on l'appelait la journée de la femme. Et puis c'est aujourd'hui, j'en suis certain, auparavant, mais c'est depuis 5 ans, la journée internationale du droit des femmes, ou des droits des femmes. Elles en ont plusieurs. C'est un long parcours du combattant que vous allez nous décrire. Et on va repartir un peu au 19e. Ah oui, c'est l'occasion de revenir sur toutes les avancées qui ont permis l'accès des femmes au travail. Et au même titre que les hommes, une rétrospective que nous allons faire des grandes dates clés qui ont jalonné le XXe siècle. De nombreux moments forts, vous l'aurez bien compris, qui ont permis aux femmes françaises, souvent après des années de combat, de s'émanciper et d'être peu à peu reconnues comme des êtres à part entière, de la même façon que les hommes, et notamment dans la sphère professionnelle. Des avancées quand même majeures qui sont assez liées au mouvement de contestation ouvrier début XXe siècle. Exactement. Un premier pas législatif vers l'égalité femmes-hommes en 1907, avec une première loi qui autorise les femmes à disposer de leur salaire. Oui, sauf que les maris conservent leur plein droit s'ils considèrent leur épouse imprudente ou mauvaise gestionnaire. Cette réforme n'en marque pas moins un tournant, en ouvrant une brèche dans le code civil napoléonien qui donnait alors tout le pouvoir de décision à l'époux. C'est aussi cette même année, 1907, que le Conseil des prud'hommes autorise enfin les femmes à siéger. En 1909, le congé maternité voit le jour, 8 semaines alors. Alors, il n'est pas rémunéré. En revanche, les femmes conservent leur travail et ça c'est une grande avancée. Et puis il y a un moment important de notre histoire qui d'ailleurs fait basculer le 19e dans le 20e, c'est la guerre 14-18 où les femmes jouent un rôle très important. Oui, Première Guerre mondiale, tout le peuple est mobilisé, les hommes au front, les femmes et les sœurs entrent massivement sur le marché du travail, dans les usines, vous l'avez dit, usines d'armement, dans l'industrie également et les transports, des secteurs qui jusqu'alors étaient réservés aux hommes. Le mouvement se généralise peu à peu dans l'entre-deux-guerres. En 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. En 1924, elles peuvent passer le baccalauréat aux côtés des hommes. Petite avancée également avec le Front populaire en 1936, l'entrée au gouvernement de 3 femmes alors qu'elles ne sont ni éligibles ni électrices. C'est vrai, le droit de vote des femmes, les femmes citoyennes, ça c'est l'autre étape. Oui, il faudra attendre. Les suffragettes, celles qui se battent pour dire mais nous avons droit, il faut que nous votions. Les hommes considéraient d'ailleurs qu'elles n'avaient pas de culture politique, les femmes. Exactement. Qu'elles votaient à la couleur de la cravate. Aussi, et puis en fonction de ce que disait le curé mari. À l'époque. Et le curé et le mari. Exactement. Et donc il faut attendre le 21 avril 1944 avec cette ordonnance pour que soit accordé le droit de vote aux Françaises, droit qu'elles exerceront un an plus tard, le 20 avril 1945, lors des élections municipales et au mois d'octobre suivant pour les élections législatives. Le préambule de la Constitution de 1946 affirme enfin que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. À la Libération, le pays est en ruine. Les femmes deviennent des salariés à part entière. Et en 1946 également, la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est enfin supprimée. Ce n'est qu'un début. Mais le combat n'est pas terminé parce que évidemment, elles acquièrent ce droit de vote. Il y a les 30 glorieuses qui arrivent. Là, c'est l'embellie économique. Voilà. Et pour prospérer, la société a forcément besoin des femmes qui répondent à l'appel. Sauf que leur statut n'est pas encore adapté. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation préalable de leur mari. La loi les autorise également à ouvrir un compte en banque cette même année. S'ajoute également l'interdiction de licencier une femme enceinte et ce pendant les 12 semaines suivant l'accouchement. On a ensuite l'accès aux études qui se démocratisent, les grandes écoles qui deviennent mixtes, la révolution sexuelle également qui vont finir de bouleverser la place des femmes dans le monde du travail. En 67, la légalisation de la pilule. Les femmes peuvent désormais choisir le moment où elles peuvent faire un enfant. Le combat
loin d'être Ouais. terminé. 72, Ça, c'est le important. principe d'égalité de rémunération est enfin inscrit dans la loi avec ce principe à travail égal, salaire égal. 1983, la loi dite Roudy réforme le code du travail et le code pénal. Elle établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors c'est vrai que sur le papier, la place des femmes dans le monde du travail n'a cessé de se renforcer au cours du XXe siècle. Sauf que dans les faits, ça ne suit pas vraiment aujourd'hui encore. Nombreux sont celles qui sont cantonnées dans des métiers peu valorisés, peu rémunérés, peu qualifiés et finalement à temps partiel subi. Près de 50 ans après la loi sur l'égalité salariale, le constat est sans appel. Le salaire des femmes reste en moyenne 16,8% inférieur à celui des hommes, tout poste confondu dans le secteur privé, en équivalent temps plein. Si on harmonise avec le temps partiel, on est à près de 28%. C'est un chiffre de l'INSEE. C'est mieux, parce que j'ai fait plusieurs émissions. C'était 24% il y a 5-6 ans. On a clairement avancé. Ça avance, mais il y a encore du chemin. Il y a aussi, on attend de grosses attentes autour de l'index d'égalité professionnelle mis en place par le gouvernement en 2019. C'est vrai qu'il y a aussi eu cette loi avec les quotas, la loi Copé-Zimmermann, quotas dans les conseils d'administration. Elle vient de fêter ses 10 ans. Le chemin est encore long, mais c'est vrai qu'on attendait aussi un effet ruissellement vers les COMEX. Force est de constater qu'il reste très masculin. Aujourd'hui, les femmes représentent 44,6% des sièges dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'était 20,6% en 2011. Donc il y a quand même eu des progrès majeurs. Mais à noter que c'est la loi. Une seule de ces 40 entreprises est dirigée par une femme. C'est Engie, avec Catherine McGregor à sa tête. Donc, dans les faits... Et intérimaire, il faut le préciser. Et intérimaire. Donc, l'égalité loin d'être acquise, encore de nombreux combats et de chantiers en cours, surtout, alors que l'égalité entre les femmes et les hommes était une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est du chemin, il y a quand même du chemin depuis le 19e. C'est vrai que cette rétrospective, ça montre le chemin qui a été parcouru. Pour poser ce qui est fait, et on se dit qu'il y a eu quand même un sacré chemin, on revient de loin. Mais ça tombe très bien parce que c'est le thème de notre débat à l'occasion de l'étude du cabinet Asterès de Nicolas Bouzou sur justement un état des lieux de la situation des femmes entrepreneurs. Elles seront avec nous sur ce plateau, rassurez-vous, pour faire un point concret, pour aller plus loin, pour réfléchir, pour briser, pulvériser le plafond de verre. C'est l'un des slogans d'une des personnalités qui sera sur notre plateau. On parle des femmes en entreprise. État des lieux, c'est dans quelques instants et c'est dans notre débat. Le Cercle RH, notre débat à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Vous avez vu, Fanny Griesmer m'a repris, j'ai dit du droit des femmes, des droits des femmes. Alors, on a vu dans cette chronique de Fanny tout le chemin parcouru depuis le 19e. Il s'est passé beaucoup de choses. Les femmes ont pris leur place dans notre société. Il reste encore du chemin. Et on va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, des femmes entrepreneurs, entrepreneuses, écriture inclusive, celles qui créent leur entreprise. C'est pas si simple. On le voyait, le CAC 40, il y a une femme et elle est en intérim puisque elle a remplacé la précédente. Il n'y a personne dans le CAC 40. Mais on découvre, à contrario, que quand on crée son entreprise et qu'on a une boîte, les femmes ont de meilleurs résultats, de meilleures performances. Et on va en parler avec mes invités. Emmanuel Gagliardi, merci d'être avec nous. Vous êtes coach, alors parole aux femmes, et puis il y a évidemment un homme sur ce plateau. Non, ne soyez pas désolé, Nicolas Bouzou, mais voilà tout de suite. Voilà. Coach, consultante, présidente de l'agence de formation et de conseil Connected Women. Et puis on a votre livre, le dernier, je crois, que l'on va présenter. Si on ne le présente pas, on va le retrouver, il n'y a aucun souci. Morgane Février, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice d'Entreprendre au féminin by Wishes. Wishes. Oui. Ça veut dire quoi, Wishes? C'est le nom de ma société. D'accord. Non, mais pourquoi vous avez créé ce nom Wishes? Parce que c'était un jeu de mots en fait, que je voulais faire avec les souhaits. Et avec une petite fée, mais avec la baguette magique, et personne ne comprend. Donc. Si. C'est toujours intéressant de demander aux entrepreneurs, entrepreneuses, pourquoi ils ont créé ce nom. Parce que souvent, ils racontent une histoire. Et c'est votre histoire que vous racontez. Votre livre, Entreprendre au féminin, là, on est au cœur du sujet. Et puis, Nicolas Bouzou, vous l'avez découvert tout à l'heure par cette petite blague de début d'émission. Nicolas Bouzou, merci. Vous êtes économiste. Merci de faire un détour par notre plateau. Avec plaisir. Directeur du cabinet de conseil Asterès. Et on va voir
cette étude, on va la décrypter, pour la banque Neuflize-Amro, une étude très détaillée sur justement la situation des femmes entrepreneurs, les écarts de salaire, leurs performances, et puis leur désir. Alors les femmes et l'entrepreneuriat, c'est votre étude. Puis ce qui est très intéressant, je vous pose la question à vous d'ailleurs, c'est que dans votre étude, vous racontez que quand une femme crée sa boîte et qu'elle a franchi le cap, elle a pu lever ses fonds, elle a l'argent, elle la crée pas pour les mêmes raisons que si c'était un homme. C'est la même chose pour vous, mesdames? Les hommes, il y a une forme de virilité, je vais me faire du fric, je vais tout éclater. Il y a de ça dans l'étude. Ouais. Et il n'y a pas ça chez les femmes. Il y a quand même une différence de ce fait-là. Il y a une vraie différence, c'est sur le terrain. Alors moi, je n'ai pas fait ces études-là, mais par contre, je suis au contact de femmes tous les jours. Et c'est vrai qu'on est plus... Dans leur éthique. Dans leur éthique, et puis dans l'aide, le bien-être, des choses qui vont accompagner l'humain avant tout. C'est le premier souhait, en fait, avant l'argent, finalement. Ouais. Et personnellement, leur volonté d'être indépendante et d'être autonome, de reprendre la main sur leur emploi du temps, sur leur vie. Penser que si elles ont un plafond de verre en entreprise, il n'y en aura plus en entrepreneuriat. Ce qui est complètement faux, oui. Mais voilà. Oui, c'est un peu ça l'idée. Je l'ai vécu pendant 20 ans dans une boîte. J'étais cadre supérieur, je n'étais pas au COMEX. On me l'a fait comprendre. Moi, je crée ma boîte. Ouais. Et en fait, elle découvre quand même qu'il y a là aussi un plafond de verre. Donc, on n'est pas encore libre, même quand on a créé sa boîte. Non, parce qu'il y a des freins qui viennent de l'intérieur, mais on le verra après. Nicolas Bouzou, je voulais qu'on présente votre livre parce que c'était sur l'amour augmenté aux éditions de l'Observatoire. Non, mais c'est intéressant parce que vous évoquiez aussi la relation homme-femme à travers le filtre du numérique. Et vous disiez, bah non, on peut avoir une relation amoureuse, on peut construire quelque chose grâce à Internet, puisque c'est un vrai débat de société qui nous anime. L'étude que vous portez pour Asterès, qui est votre cabinet, c'est de dire quoi? C'est qu'est-ce qu'il en sort? Quelle est la substantifique moelle de cette étude? Il en sort une nouvelle qui n'est pas si bonne que ça. Non, mais il en sort le fait qu'il y a des inégalités, hommes-femmes, elles sont là, en matière de création d'entreprises, mais que ces inégalités sont un peu masquées parce qu'on lit mal les statistiques. C'est-à-dire qu'on regarde les entreprises en règle générale. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les sociétés. C'est-à-dire qu'on a regardé les entreprises en règle générale, mais on a aussi regardé les entreprises sans les micro-entreprises, sans les entreprises individuelles. Regardez les sociétés avec des salariés dedans. Et là, vous voyez que les femmes en créent peu, mais surtout qu'elles en créent de moins en moins. C'est ça, si vous voulez, ce qui m'a inquiété. Et ça, c'est quelque chose... Donc, merci vraiment d'avoir organisé ce plateau. Et je suis très content de porter cette étude. Et je suis ravi que Neuflize OBC nous ait demandé de réaliser cette étude. Parce qu'il me semble, je parle sous votre contrôle, que c'est quelque chose qui était pas complètement dans le radar. Ce qui est bien dans le radar, depuis longtemps maintenant, ce sont les inégalités de salaire. Oui. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, même si c'est pas encore complètement rentré dans l'ordre, ça va mieux. 24, on est ça va dans la bonne direction. Mais je dirais, et c'est très important, hein, les inégalités salariales, il faut s'attaquer à ça. Mais je dirais que c'est presque le sujet le plus facile dans la mesure où il est visible. Vous pouvez regarder les inégalités, alors il faut corriger, c'est toutes choses égales par ailleurs, mais bon... Ça se voit, ça se mesure. Ça se voit moins pour les femmes entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs, ça se voit moins. Et vous voyez, quand vous dites, je dis pas ça du tout pour casser l'ambiance, mais au contraire, c'est pour qu'on... On se dit les choses. Quand vous dites, les femmes, elles créent pas des sociétés pour les mêmes raisons que les hommes. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'intériorisé, cette idée quand même, selon laquelle, ouais, je me ferai pas d'argent, et puis dans le couple, c'est à moi de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Le mari, il va être le mari, ou pardonnez-moi d'ailleurs, le conjoint, ou peu importe d'ailleurs, il va être cadre supérieur dans une grande entreprise, et moi je m'ajuste, et la façon de s'ajuster, c'est de créer une entreprise. Donc c'est formidable, évidemment, on s'en réjouit tous que les femmes créent des entreprises, mais je dis juste attention, moi quand j'ai fait cette étude, je vous le dis très honnêtement, on se connaît depuis longtemps, j'avais un peu sous-estimé la nature de ces inégalités. Donc j'avais un peu sous-estimé le problème. En soulevant le couvercle, pour le dire simplement, vous avez découvert une situation plus grave que vous ne l'imaginiez avec le regard de l'économiste et de la vue panoramique que vous aviez. C'est intéressant. On avait une femme ici, chef d'entreprise, qui a créé un parfum. Elle était cadre chez Fabre pendant 30 ans et elle a créé sa marque de parfum. Et elle nous a dit quelque chose de très intéressant il y a 15 jours. Elle nous a dit, moi, si mon conjoint m'avait pas, entre guillemets, pas autorisé, mais m'avait pas accompagné, je n'aurais pas créé cette entreprise. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Bouzou? C'est peut-être plus grave et que presque devenir chef d'entreprise pour une femme, c'est une manière peut-être de s'organiser pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller un peu loin.
Je suis d'accord. C'est-à-dire une variable d'horaire qui fait que personne vous dit pourquoi vous partez à 5 heures. Je grossis un peu le trait. Mais non, mais là, je prolonge. Déjà, sur les chiffres en eux-mêmes, je crois qu'en 2013, le plan porté par Najat Vallaud-Belkacem avait pour objectif 40% de femmes entrepreneurs en 2020. Je pense qu'on n'y est pas encore en 2021. Donc, statistiquement, déjà, on n'y est pas. Et en plus, je pense qu'elles prennent toutes leurs casseroles, puisqu'il y a quand même un basculement entre les femmes cadres qui basculent dans leur... Il y en a beaucoup quand même qui franchissent le pas. Elles arrivent avec toutes leurs casseroles. Donc, leurs casseroles, c'est quoi les casseroles? C'est un peu misogyne votre truc. Hein. Bah oui, non, mais il faut dire les choses. Ouais. Être trop dans l'opérationnel, comme elles sont tout à fait quand elles sont cadres. Donc elles n'arrivent pas à... Moins de hauteur. Voilà. Donc dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on n'a pas cette volonté d'avoir des équipes, des process, de recruter, donc des petits projets avec des petites équipes et des petits budgets. Donc ça, c'est le premier travers. Le deuxième, c'est au niveau de l'argent. Je pense qu'il y a un vrai problème. Il s'est évoqué dans l'étude. À régler. Les levées de fonds, l'argent. Entre les femmes. Alors, soit fixer leurs tarifs au bon niveau qui leur permet d'avoir des marges suffisantes, qui leur permet de recruter. Mais si elles n'ont pas ça en tête au départ, c'est... Donc ça, c'est le fameux plafond de verre que vous décrivez qu'il faut pulvériser. Le partout. Ouais, c'est vrai. Dans l'entrepreneuriat, le salariat, c'est le même. Et donc, l'opérationnel, l'argent... Et je dirais l'opérationnel... Et sa vie personnelle, si je peux me permettre. Mais l'opérationnel, on le retrouve aussi dans la vie perso. Parce que à partir du moment où on veut faire la bonne élève partout, y compris dans la vie perso, c'est normal que ça coince. Et ça tombe parfois. Parfois, il y a des femmes qui tombent malades aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est un sujet, ça avait été une campagne d'ailleurs une campagne de prévention sur le surmenage des femmes, c'est la charge mentale des femmes. Si. Et Morgane, oui, Nicolas. Non, juste un tout petit mot vraiment pour corroborer ce qui vient d'être dit, parce qu'on le voit dans l'étude. La réussite en matière de création d'entreprise, elle est souvent liée à l'expérience que l'on a connue avant. Et les femmes, elles ont eu moins de responsabilités dans les entreprises. Et c'est une immense difficulté pour les femmes. Quand on regarde les comités de direction, la part des femmes qui sont comité de direction, elle est faible. Ça reste faible. C'est exact. Et donc, si vous voulez, ça crée un espèce d'effet d'hystérèse, de déterminisme, si vous voulez, qui va aussi générer des difficultés quand on crée une entreprise. Donc le travail, c'est pas simplement la création d'entreprise, c'est aussi ce travail que vous faites, mais qui ne s'arrête jamais à l'intérieur des entreprises pour faire en sorte qu'il y ait une égalité, non pas seulement des salaires, mais des responsabilités. C'est votre livre, Entreprendre au féminin. Vous avez choisi d'en faire un livre. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que les éléments, là, le diagnostic qu'on fait qui est un peu sombre, on a vu depuis le 19e, on le redit, c'est passé plein de choses. La place des femmes a évolué. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que les femmes prennent véritablement leur place? Et je poserai à Nicolas dans quelques instants la question de savoir, quand elles le créent, est-ce que la boîte, elle tient? Est-ce qu'elles sont en mesure aussi de la faire vivre, cette boîte? Parce que créer une entreprise, c'est facile. La faire vivre, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'heureusement que ça évolue, mais en tant que femme, on part en situation de handicap par rapport à tout l'historique d'avant. Voilà, vous avez fait la rétrospective de mémoire. Il me semble que c'est en 1965 que la femme a pu avoir un compte en banque. Un compte en banque, c'est hallucinant. Donc le problème de l'argent est quand même déterminant. Donc moi, je vais vous donner une idée. C'est-à-dire que quand je demande à une entrepreneur qui vient me voir, qu'est-ce que tu aimerais gagner comme chiffre d'affaires mensuel ? Elle me donne un salaire. Elle me dit, j'aimerais bien entre 1 500 et 3 000 euros par mois. Oui, c'est ça. Mais donc bien sûr. On reproduit finalement. On n'arrive pas à s'imaginer autre chose que ça. Donc c'est complètement dingue. Donc il y a le syndrome de l'imposteur aussi on n'est jamais assez bien pour. C'est-à-dire que les femmes, elles vont aller se former, elles vont aller faire plein de choses. Je veux être la meilleure, c'est l'excellence. Mais bien sûr que c'est l'excellence, on est obligé d'être dans l'excellence. Être meilleur que les hommes, parce que utilisons les mots tels que... On est obligé. À un moment donné, on est obligé. Et l'argent est un problème, et aussi la visibilité de la femme. Parce que pendant très longtemps, l'image de la femme, c'était quand même soit la femme à la maison, la mère, ou soit la femme dans des magazines super belles, etc. Donc c'est girly ou maman, mais au milieu, entrepreneuse, c'est ça. Il y a un apprentissage à faire aujourd'hui. La levée de fonds, parce qu'il y a quand même ces questions, il y a des femmes qui ont des projets, qui sont des ingénieurs, qui portent une idée comme des hommes et se disent je veux développer, il faut aller chercher de l'argent. C'est pour moi l'une des principales difficultés. Et j'aimerais qu'on en parle. Des grands enseignements c'est qu'est-ce qu'elles disent, quoi. De l'étude. Ouais. Alors déjà, il faut vraiment distinguer levée de fonds et crédit. C'est-à-dire qu'en matière de crédit bancaire, l'avantage du crédit bancaire, on le reproche parfois aux banques, mais il y a un immense avantage, c'est qu'il est automatisé en fait. Ce sont des scorings, donc là, il
il peut pas y avoir de discrimination C'est vrai. entre les hommes et Les chiffres. les femmes. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. En revanche, en matière de levée de fonds, il y a un double problème. Premier problème, les femmes y vont peu. Deuxième problème, il n'y a quasiment pas de femmes. Alors là, je soulève un lièvre. Moi, j'ai découvert ça effaré. Il n'y a pas de femmes, très peu dans les comités d'investissement. Il n'y en a pas sur le marché du capital risque. Donc après, il faut comprendre. Parce que je pense pas quand même que métier d'homme. Oui, mais je pense pas que les hommes décident de pas proposer de c'est une fonds mécanique. aux femmes. Voilà, si vous voulez, il y a une mécanique en fait qui n'est pas une mécanique consciente, c'est une mécanique inconsciente qui se met en place. Mais la vérité, c'est que dans les métiers, dans l'industrie du capital investissement, il y a très peu de femmes, il y en a très peu du côté de la demande, il y en a très peu du côté de l'offre. Et les femmes qui ont un peu d'ambition, qui veulent créer une entreprise, Là, ça bloque. elles font appel à ce qu'on appelle la love money, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont voir. Alors on peut faire comme ça, hein, ça peut très bien La marcher, love mais money. Elles vont voir. Non, mais oui, la love money, c'est la famille, les parents, le réseau proche. quelques amis, le réseau, mais en même temps, elles ont moins de réseau que les autres parce qu'elles ont eu moins de responsabilités en entreprise. Donc la question du financement en fonds propres, je le répète, pas en dette, mais en fonds propres, c'est absolument crucial. Vous êtes d'accord? Je pense que ça... Comment on fait là pour donner envie? Alors pas donner envie, mais mettre des femmes sur dans des comités de business angel ou de fonds qui en fait ce sont des auditions. Il faut quand même le dire à ceux qui nous regardent. Hein. On se retrouve, c'est le grand oral, hein, donc il faut, c'est pas simple. Non. Mais je pense que ça soulève aussi un point important, celui du réseau. Derrière le réseau, il y a aussi celui du mentor. Puisque le mentor, chaque entrepreneur, s'il n'a pas un mentor qui lui dit à un moment, voilà les étapes que tu vas franchir, voilà les aides dont tu vas avoir besoin. Mais oui. Monsieur. Donc les femmes n'ayant pas trop travaillé leur réseau n'ont pas de mentor, et je pense que c'est aussi un frein qui les empêche d'aller vers ce genre de développement. Non mais sur l'investissement, excusez-moi, sur la question des fonds, c'est-à-dire que l'idée, je vais lever des fonds, on l'entend beaucoup chez les start-upers sur ce plateau, on en a reçu d'ailleurs ceux qui... Il n'y a pas de femmes. Comment on fait là? Moi, j'ai une anecdote, si vous voulez. Ouais, non, mais comment on fait? Je connais une start-upeuse là qui voulait lever des fonds, qui est passée devant un comité, des investisseurs, des hommes. Le fameux comité. Et on lui a dit, dis donc, vous êtes drôlement jolie pour vous intéresser à la tech. Qu'est-ce qu'on fait? On est en 2021. Alors là, c'est... Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est scandaleux. C'est sexiste. Mais là, scandaleux. J'espère Non, mais que il ça faut reste le dire anecdotique. aussi. Il faut le dire parce que les femmes, du coup, n'osent pas... Qu'est-ce qu'elle a répondu et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a levé des fonds finalement? Elle est partie. Elle s'est levée, elle est partie. Elle est partie. Voilà. Ce sont des mufles là. Donc, mais je voulais... Voilà. Non, pardon. Non, mais c'est très fleurie. important ce que vous dites. Bah oui. Mais bien sûr, mais ma remarque n'était pas... Elle était plus générale. C'est-à-dire que je ne dis pas, je n'espère pas que les gens dans les comités d'investissement se comportent comme ça. Mais je pense que c'est presque plus grave. Là, vous pointez du doigt un comportement qui est scandaleux. Voilà, il est juste scandaleux. Mais le problème, c'est que... C'est structurel. C'est structurel, ouais, c'est ça. Mais c'est législatif. C'est-à-dire que vous qu'est-ce qu'on pouvez fait, là avoir un comité d'investissement avec que des hommes qui, évidemment, ne se comportent pas comme ça. Mais ça reste un comité d'investissement avec des hommes et c'est ça le problème. Très patriarcal. Il faut qu'on réfléchisse à la façon de faire rentrer beaucoup de femmes dans le marché, dans le capital investissement. Ça, c'est une question de formation, de mentorat, je suis entièrement d'accord. Et comment? Est-ce que on a évoqué tout à l'heure avec Fanny Griesmer la loi Copé-Zimmermann. Elle a fait avancer les choses dans les COMEX, dans les comités de rémunération. Et ça, c'est vrai que on a eu Madame Zimmermann sur ce plateau il y a quelques semaines. Il faut légiférer sur ce genre de choses en disant voilà, sur l'ensemble c'est très compliqué parce que c'est du secteur totalement privé. En quoi la loi peut faire changer les choses? On peut légiférer, on peut parfaitement faire des quotas. Je pense qu'il faut vraiment. Les quotas, c'est toujours pour moi, j'ai un surmoi libéral assez fort, c'est toujours mais c'est toujours la dernière extrémité. Donc il ne faut pas le faire à la légère. Mais je pense que l'idée qui consiste à dire s'il ne se passe rien, on va faire ça, je pense que c'est la bonne méthode. Juste parce qu'il nous reste peu de temps. On a plusieurs études avec des chiffres différents, mais qui nous disent quand même que lorsque des femmes sont au COMEX, quand des femmes prennent une entreprise, elles la dirigent pour certaines, je ne parle pas des boîtes du CAC 40, l'entreprise va mieux, elle a de meilleurs résultats économiques. Vous le confirmez? Absolument. C'est très intéressant ça aussi. Il y a des études à tous les niveaux, au niveau du PIB. Alors les chiffres sont variables, excusez-moi. La mixité et le PIB, la mixité et les performances en boursière, on a toutes les études qui... Et tout est dans le vert, il faut le dire. Tout est dans le vert. Alors le problème, c'est qu'on se dit, si on cherche des leviers de croissance, la mixité en est un. Et puis, on a en mars 2020, l'année dernière, où on avait un projet de loi qui devait inclure des quotas dans les COMEX et qui a été abandonné parce que c'est la crise. Donc,
il y a quelque chose qui n'est pas logique. Est-ce qu'on considère vraiment que ces études sont valables et qu'on va utiliser cet effet de levier, ou est-ce qu'on s'en sert juste en cosmétique et que fondamentalement derrière, les chefs d'entreprise ou les structures n'en sont pas convaincus? Vous savez pourquoi les entreprises cartonnent? Parce que c'est un des titres qu'on a utilisé, parce que quand il y a une femme au sein d'un COMEX, au-delà des quotas qui n'ont pas été votés, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elles apportent et pourquoi ces boîtes cartonnent? Je pense que c'est une notion de vouloir performer plus et de mériter sa place. Donc on donne encore plus. Oui. Donc on se défonce, quoi. Oui, je pense que oui. Mais Nicolas Bouzou, dans l'étude, il y a quand même une partie consacrée à la vie personnelle. On en revient toujours à ce sujet qui était un peu la quadrature du cercle pour les femmes. Cette femme nous disait, si mon mari ne m'avait pas un peu libéré, et vous dites dans l'étude qu'il faut toujours qu'il y ait un conjoint derrière qui soutienne. S'il n'y a pas le soutien du conjoint, il ne peut pas créer sa boîte. Oui, en fait, donc on est quand même... Non, mais c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué. Sociologique. Qui demande plus, pardonnez-moi, mais ça demande plus d'intelligence que de bons sentiments. Parce que, en fait, le problème, il est, je dirais presque, dans le fonctionnement des familles. Il est dans le fonctionnement encore assez patriarcal de la société. Exactement. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à régler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ça va faire le lien avec votre précédente question, c'est la raison pour laquelle les femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui managent ou qui ont des postes de direction réussissent mieux que les autres. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, j'ai employé une expression que je reprendrai à mon compte en vous citant, c'est les femmes partent avec un handicap. Oui. Donc, celles qui réussissent sont les meilleures. Mais en même temps, c'est un sacré biais, ce qu'on appelle en statistique un biais d'échantillon. C'est-à-dire qu'il n'est pas illogique que les entreprises dirigées par des femmes réussissent mieux, puisque c'est beaucoup plus difficile, la sélection est donc beaucoup c'est les plus meilleurs. Ah oui, donc c'est les meilleurs des meilleurs, si vous voulez. Donc c'est un argument qui peut aussi se retourner assez qui n'est pas si positif que ça. Facilement. Exact. Vous en pensez quoi de la relation? Parce que, excusez-moi, je ne vous interpelle pas à titre personnel, mais on a tous des conjointes, compagnes, et vous avez peut-être conjoint ou conjointe, je ne sais pas. Comment ça se passe? Parce que vous êtes aussi porteuse de ça, de vous libérer de votre vie de mère, de femme, pour créer votre boîte. Je suis complètement d'accord sur le fait que c'est à la base un problème de famille à régler. Oui, c'est sociologique. Et nous, ce qui se passe, on se retrouve face à des femmes... Vous l'avez eu ce problème, tout le monde l'a eu. Bien sûr, mais en plus, on se retrouve face à des femmes qui se disent, si je gagne plus que mon conjoint, si je réussis plus que mon conjoint, je vais avoir un problème. Oui. Aujourd'hui. C'est incroyable. C'est psychologique, ça. Je vais avoir un problème, c'est-à-dire je ne peux pas gagner plus dans ma relation de couple. Dans mon couple que... Donc j'humilie mon conjoint si je gagne plus. Et c'est des femmes brillantes. On fait du Bourdieu aujourd'hui, c'est plus de l'économie, il y a de la sociologie. Donc il y a un vrai problème familial à résoudre en premier. D'accord avec ça? Je suis très d'accord. Ouais. C'est un des nœuds, au-delà des questions de fond, de patriarcat de ces business angels, il y a quand même la relation à l'autre, à l'homme. Il y a la relation à l'autre, et puis il y a aussi, en tant que mère, on va être beaucoup plus dévoué à l'éducation, et c'est nous qui allons être là quand ils vont être malades, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Enfin, c'est... Une incise rapide dans l'étude, Astérès. Vraiment, lisez-la, elle est passionnante parce qu'elle déverrouille pas mal de choses. Au-delà des bons sentiments, il y a quand même des choses extrêmement précises. Vous évoquez aussi les secteurs d'activité des femmes. On ne l'a pas évoqué, c'est important. Oui, mais là... la tech, ah bon, vous êtes trop jolie pour la tech, ça revient à ça en fait. Oui, mais parce que là encore, je vous écoutais avec passion tout à l'heure, vous disiez les femmes choisissent les secteurs dans lesquels il y a plus d'humains, etc. Mais on peut aussi retourner l'argument. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi un problème et d'une certaine façon un signe d'échec qu'on retrouve les femmes dans la santé, dans l'éducation et, si je veux commettre un gros cliché, pas dans la vente d'armes, quoi. Enfin, pardonnez-moi. Ou le tabac. Ou le tabac. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on reste sur une création d'entreprise qui est finalement très genrée, pour reprendre des mots qui sont à la mode. Conclusion, d'accord avec ça? Oui, mais elle s'enferme aussi. Mais c'est un peu normal. Regardez, depuis combien de temps on peut faire ça? Peu. On peut, oui. Bah oui, 65, c'est le compte en banque. C'était hier. Vous avez raison. Donc depuis quand est-ce que les femmes peuvent être vraiment entrepreneurs? Bien sûr. Donc on fait un chemin, c'est difficile, on avance. Juste, mesdames, pour faire une petite note positive, parce que c'est vrai que là, tout d'un coup, on se dit, waouh, il reste encore un peu de route. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été élevées dans l'étude Astérès. Mais vos modèles, vous, mesdames, vos modèles d'entrepreneuses, c'est qui? Déjà, moi, je voulais signaler... Personne ne répond à mes questions depuis ce matin, vous avez vu. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on a vu en entrée, c'était la situation est beaucoup plus dramatique que ce qu'on imaginait. Oui, c'est vrai. Pour autant, il y a une super bonne nouvelle, c'est que c'est entre nos mains. Oui.
sûr. D'accord, c'est que c'est pas que des biais stéréotypés C'est vrai. de l'extérieur venant d'un système sur lequel on ne peut rien. On a vu au cours du débat qu'il y a des acteurs. beaucoup de choses qui sont juste entre nos mains. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Bien sûr. Et votre modèle? Il y en a tellement. Il y en a tellement. D'accord. Votre modèle? Pareil, moi je suis très tech, moi je suis très geek, donc moi c'est Catherine Barba par exemple. Catherine Barba, bien sûr. On l'adore. Votre modèle, Nicolas? Votre modèle d'entrepreneur? Excusez-moi, on va peut-être avoir Nicole Notat sur ce plateau, je pense à elle, qui a créé une agence extra-financière qui apporte beaucoup. Voilà. Alors vous allez dire que je ne réponds pas à la question, mais je vais vous répondre. Non, mais parce que je pensais intuitivement à des personnalités politiques. Eh oui, L'égalité automatiquement on pense aux homme-femme, politiques. Attendez. Pour quand même, parce que les gens qui nous regardent sont plutôt des dirigeants d'entreprise et je vais les mettre face à leurs responsabilités très amicalement. L'égalité homme-femme, c'est l'un des rares sujets sur lesquels l'État est en avance par rapport au privé. Quand vous regardez le gouvernement français, alors certes, le Premier ministre est un homme, mais il est à parité et vous avez des femmes qui ont des responsabilités éminentes, très importantes. Barbara Pompili et Elisabeth Borne sont des ministres très, très, très importants. Eh bien, il faut que les entreprises aussi, qui critiquent souvent les pouvoirs publics et l'État, se disent « Ah, bah là, il y a un sujet sur lequel C'est vrai. C'est plutôt eux quand même. C'est un front renversé sur ce sujet. Je suis entièrement d'accord avec vous. Autant l'entreprise peut être très en avance sur des sujets, et elle est très souvent sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir. Étude du cabinet Asterès pour la banque Neuflize OBC, parce que j'ai dit Amro et c'était OBC, à découvrir évidemment sur votre site et puis sur le site de la banque. Étude intéressante, vous allez voir, qui soulève quelques sujets. Et puis je remercie évidemment Emmanuelle Gagliardi, qui est coach consultante, présidente de l'agence de formation et de conseil Connected Woman. Et puis je remercie Morgane Février, qui est aussi entrepreneuse, qui accompagne des chefs d'entreprise, des jeunes créatrices d'entreprise. Et puis ce livre, Entreprendre au féminin. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Il reste de la route, mais il y a déjà quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru pour terminer par une note un peu positive. On termine notre rubrique et notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok. Oui. Mais moi, j'y suis pas en tout cas. En tout cas, ça cartonne. Et on recrute sur TikTok. Vous allez voir, ça fait des petites campagnes un peu fun, un peu sympa, qui touchent évidemment un public plutôt jeune. C'est tout de suite. Recruté sur TikTok. Bonjour Joseph Nguyen. Bonjour. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Bolt. C'est bien ça. Comme Usain Bolt. Usain Bolt Influence. Usain Bolt Influence, parce que vous allez vite. On essaye d'aller vite. C'est ça l'idée? C'est ça. Les réseaux sociaux, en règle générale, ça va assez vite. Alors racontez-moi, parce que TikTok, c'est évidemment un public jeune, très jeune. Exactement. Comment on fait pour donner envie aux jeunes et un peu aux moins jeunes, d'aller sur les réseaux? J'ai vu que vous aviez travaillé avec la SNCF pour une campagne qui a cartonné. Racontez-moi l'histoire. Bon, l'histoire, c'est tout simplement de se dire, on doit faire un constat aujourd'hui, c'est que les jeunes, eux, de manière assez automatisée, ils vont sur les réseaux sociaux. Ils ont débuté, c'était déjà il y a 10-15 ans. Ils sont nés avec. Ils sont nés avec. Au début, c'était les blogs. Les anciens réseaux sociaux sont les blogs. Ensuite, vous avez eu YouTube, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là. Et ensuite, maintenant, c'est TikTok qui est surconsommé par des adolescents entre 12 ans et 25 ans, en règle générale. On recrute sur TikTok? On essaye de recruter sur TikTok. C'est-à-dire que les entreprises, donc comme la SNCF par exemple, elles font, je pense, un constat qui est assez naturel aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils désertent un petit peu la télévision. Clairement la télévision, ils vont sur Internet. Leur télé, c'est l'écran. Exactement. Donc ils sont nés avec ça, comme vous l'avez dit. Et tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller surconsommer les réseaux sociaux. Et depuis maintenant, en France en tout cas, depuis maintenant 12-18 mois, ils vont sur TikTok. Bon, c'est un réseau social qui est né en Chine, vous le savez. Absolument. Ensuite, qui a été aussi surconsommé aux États-Unis. Et puis, ce qui se passe aux États-Unis, en règle générale, arrive chez nous. De technologie, de réseau, c'est vrai. Ça arrive en Europe, puis en France. Et puis les jeunes, ils consomment et ils essayent la SNCF essaye de recruter sur ce type de réseau. Votre agence de communication qui cartonne, qui va vite, Bolt, on a compris votre baseline. Elle part sur quoi? Empiriquement, elle se dit on va mettre des petites captures courtes, des choses très simples. C'est quoi l'idée quand on réfléchit à une campagne sur TikTok? Alors, la réflexion, c'est de se dire qu'est-ce qui plaît aujourd'hui
aux jeunes. Donc comme vous l'avez vu, sur Instagram, ce sont plutôt des images, des photos assez figées. Sur TikTok, ça va être des vidéos entre 15 et 30 secondes en moyenne, 20 secondes en moyenne, et de pouvoir capter l'attention très directement d'une audience, qui est l'audience, c'est les followers de tous ces influenceurs. C'est pas de la pub, on est d'accord, hein, parce que il y a un vrai débat sur les réseaux sociaux. On dit que les pubs, c'est-à-dire les pubs clés en main qu'on met sur les réseaux, ne marchent pas. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est ce qu'on appelle du ads. C'est ça. En fait, Ça fonctionne pas. comme le Google Ads, le TikTok Ads, ça marche, mais ça n'a pas le même effet que de s'adosser à des leaders d'opinion que sont les influenceurs aujourd'hui. Nous qui faisons une émission sur l'emploi et les RH, votre agence a accompagné la SNCF sur cette campagne. Ça a marché? Ils ont réussi à recruter? Écoutez, ils ont reçu pas mal de CV. Après, maintenant, ces CV-là vont à la direction des ressources humaines de la SNCF. Et puis derrière, après, c'est à eux de capter ces leads, dans le digital, de capter ces leads pour pouvoir encore attirer encore plus et recruter tous ces jeunes. Ça veut donc dire, pour être très très concret, Christophe Nguyen, que ça fonctionne, qu'aujourd'hui, TikTok peut aussi être un outil complément. Il touchait quoi? Il visait quelle cible et quel type de poste d'ailleurs? Parce que j'imagine des postes de jeunes. Oui, exactement. C'est des métiers plutôt méconnus du grand public, hein. Ils ont communiqué sur 7 métiers, comme aiguilleur du rail par exemple. Vous voyez, c'est pas un métier où on se dit on va aller directement, comment dire, aller essayer de chercher un emploi. Là, on est en salle des machines, Voilà, c'est très technique. Exactement. Après, il y a des métiers un peu plus connus comme électricien, mécanicien, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de capter l'attention de ce public-là et de se dire, voilà, la SNCF propose aussi ces métiers-là et on va pouvoir postuler à ces types de jobs. On n'a pas osé mettre les vidéos en ligne, mais en quelques mots, comment on attire les jeunes sur des métiers comme ça qui sont prime abord pas ultra fun, comme on dit? Comment on fait? Comment l'agence de com, elle cogite là-dessus? Justement, c'est un métier qui est vraiment, du coup, c'est vraiment un job que nous, on essaye vraiment d'accompagner toutes ces entreprises un peu historiques, hein, avec des métiers un peu difficiles, de se dire justement, on va pas pouvoir faire du ads quand on communique sur un métier comme aiguilleur du rail, vous voyez. Faut aller chercher de l'humour. Obligé, vous décalez. Un ton décalé, c'est parfait pour TikTok justement, parce que TikTok, c'est pas un réseau social qui se prend forcément au sérieux, et c'est pour ça que d'ailleurs les jeunes aujourd'hui sont vraiment attirés par ce réseau-là, puisque la force quand même de Bolt, c'est quand même aussi de trouver le bon message, c'est de coller parfaitement à la cible et à l'environnement de TikTok. Exactement, et donc voilà, c'est vraiment notre conseil auprès de ces entreprises historiques. Bolt, agence de communication, nous sommes bien d'accord, et de conseil, puisque vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie de communication. C'est ça, on fait des stratégies d'influence, et derrière, on va activer des influenceurs qui sont en affinité avec les produits, les marques, les services des entreprises. Stratégie d'influence, c'est très important aujourd'hui, notamment avec la puissance des réseaux sociaux. Bolt, merci Joseph Nguyen d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Partager votre passion de la tech et tous ces mots un peu barbares peut-être pour vous, mais en tout cas qui nous apprennent tant de ces réseaux sociaux. Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin pour la réalisation, Benjamin Gentil, merci à Héloïse Merlin au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Margot pour les invités, merci à Pauline Gratel, merci à vous, merci à Caroline et merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain en direct, évidemment, comme chaque jour, pour Smart Job, l'émission Emploi RH. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles, évidemment, au programme de Bismart. Bye bye.